C'est désormais chose faite. Il y aura bientôt de nouveaux visages à la tête des villages et quartiers de ville au Bénin. La liste des localités où les partis politiques UPR, BR et FCBE sont qualifiés à désigner les chefs de village et de quartiers de ville est connue. Elle est configurée sur la base des résultats des élections communales et municipales de 2020. Selon les dispositions de la loi numéro 2024-13 du 15 mars 2024, modifiant et complétant la loi numéro 2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral en République du Bénin, je cite, le chef d'un village ou d'un quartier de ville est désigné par le parti ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages valablement exprimés dans ce village ou quartier de ville et éligible à l'attribution des sièges. Et l'article 210 nouveau de ce même code électoral dispose à l'entrée en vigueur de la présente loi, les chefs de village et de quartier de ville sont désignés sur la base des résultats des élections communales de 2020. Pour mettre en œuvre ces dispositions, la Sénat a entrepris un travail rigoureux et fastidieux de compilation des résultats des élections communales de 2020 par village et quartier de ville, tout en prenant en compte les diverses rectifications opérées en 2020 par la Cour suprême suite aux différents recours. Un processus qui n'est pas resté sans difficulté. Au nom de celle-ci, il me plaît de rappeler le mauvais remplissage de certains procès-verbaux de compilation, le cas de surcharge et d'illisibilité de certains procès-verbaux des résultats, l'absence de totaux tant au niveau du centre de vote qu'au niveau du village ou quartier de ville, et enfin le délai qui sépare la date des élections en 2020 et la date d'exploitation des résultats. Il y a aussi la poussière, il y a l'archivage. Fort heureusement, avec l'appui de la Cour suprême, toutes ces difficultés ont été surmontées. C'est-à-dire, dès qu'on ne trouve pas certains, on va à la Cour suprême qui avait aussi, comme nous, c'est des copies carbonées qu'on a. Donc, ceux qui avaient les originaux, on a eu recours à eux pour avoir les résultats nets. Selon la répartition des localités sur les 5294 villes et villages, l'Union progressiste Le Renouveau prend une part de 47,54%, soit 2517. Le Bloc républicain, 38,95%, soit 2062 villes et villages. Et les Foscori pour un Bénin émergent, 715 localités pour un pourcentage de 13,51%. En attendant la désignation des chefs de village et villes comme prévu par les TS, les représentants des partis politiques saluent la dynamique de la Commission électorale nationale autonome au Sénat dans le cadre de cette réforme du code électoral. Nous souhaitons que les préfets et les maires fassent diligence pour l'application effective de cette loi, pour qu'on soit dans les règles avant qu'on démarre, avant qu'on enclenche la période sensible qui est la période électorale qui va s'annoncer d'ici janvier. Ce qui est fondamental pour nous, c'est l'avenir. C'est comment faire mieux en 2026 afin que ce que vous avez remarqué dans la salle tout à l'heure, où l'Union progressiste, le renouveau est en tête dans beaucoup de régions et jusqu'à la base. FCBE avait participé aux élections. Nous avons eu à conquérir certaines mairies qui malheureusement nous ont été repris. Mais avec cette donne, nous occupons le terrain effectivement. Parce que c'est les délégués qui sont la base même, le fondement du parti. Et ces délégués-là que nous allons installer très bientôt, et ce qui va politiquement nous lancer sur le terrain. Donc c'est une fierté pour FCBE. Nous souhaiterons avoir plus d'assises
sur toute l'étendue du territoire et c'est à ça que nous travaillons au quotidien. L'événement de la matinée de ce jeudi 21 novembre 2004, ici au siège de la Sénat à Cotonou, fait suite à l'adoption par les députés de la 9e législature de la loi modificative et complétive du Code électoral. Avec les amendements introduits, l'article 210 a été réécrit. Pour les élections locales à venir, le Code électoral prévoit que les autorités compétentes disposent de 23 jours pour l'installation des nouveaux chefs de village et de quartier de ville. Le dit projet est arrêté à la somme de 7 milliards 995 millions de francs CFA contre un budget de 7 milliards 634 millions de francs CFA au titre de la gestion 2024, soit un taux d'accroissement de 4,07% correspondant à 312 millions d'augmentation. Les 4% d'augmentation, en fait, ça correspond à une augmentation de 300 millions de francs, comme je l'ai dit tantôt, destinée au paiement des salaires des agents qui ont été mis à la disposition du ministère du Travail et de la fonction publique à la suite de la dissolution de certaines structures. Donc, on les met à notre disposition et par la suite, d'autres ministères sollicitent leur emploi, nous les remettons à disposition. Donc, en attendant qu'ils soient redéployés vers d'autres départements ministériels, les ressources nécessaires pour le paiement de leurs salaires sont mises sur le budget de l'année 2025 de notre ministère. Nous allons poursuivre l'exécution des projets du programme d'ajustement structurel 2021-2026, bien évidemment. À cela s'ajoute un projet d'appui à la réforme et à la modernisation de l'administration publique appelée PARMAP. Le deuxième projet, c'est le projet d'appui à la restructuration et à la modernisation de la fonction publique, PARMFP. Le dernier projet, c'est le projet d'appui à la modernisation de la gestion des ressources humaines de l'État et de la paie. Donc voilà, pour mieux connecter la gestion de la carrière des agents et le paiement de la solde. Les députés ont beaucoup félicité le ministère du Travail et de la fonction publique pour la modernisation surtout de la gestion des ressources humaines de l'État, ce qui leur évite les déplacements intempestifs, l'abandon des postes à la recherche des aides de carrière, et ce qui leur réduit aussi les frais de déplacement, parce que les salaires, il ne faut pas les utiliser à des frais de déplacement de façon continue. Voilà. Ils ont également apprécié la réforme des retraites, qui fait qu'aujourd'hui, au niveau du Fonds national de retraite du Bénin, vous êtes admis à la retraite, votre salaire est coupé et à la fin du mois qui suit, vous avez votre pension. C'est vrai, au niveau de la Caisse nationale de sécurité sociale, il reste encore un peu d'efforts à faire parce qu'ils sont en train de moderniser les archives, ce que nous avons déjà fait depuis au niveau des services centraux du ministère du Travail et de la fonction publique. C'est ça qui a facilité donc la réforme du paiement des pensions. Là, ils ont commencé, ça se poursuit. Le délai de paiement des pensions a été également réduit à environ, en moyenne, 45 jours. Le travail se poursuit pour atteindre les performances du Fonds national de retraite du Bénin qui voudrait que lorsque vous n'avez plus votre salaire parce que vous êtes admis à la retraite, on vous paye en même temps votre pension. Le ministère des Affaires sociales et de la microfinance, fidèle à sa mission de garantir le bien-être à nos concitoyens, notamment les plus vulnérables, s'est engagé dans une dynamique de transformation et de consolidation des engagements sociaux. Et en effet, l'avant-projet du budget 2025 du ministère reflète les priorités stratégiques, les ambitions du gouvernement pour une société plus équitable et aussi la volonté du ministère de répondre efficacement aux besoins pressants de la population. Par rapport donc au titre de la gestion 2025, le ministère des Affaires sociales et de la microfinance a bénéficié d'un budget global qui s'élève à la somme de 26 milliards 983 millions 853 000 francs CFA contre 25 milliards 456 millions 173 000 francs CFA en 2024, soit une hausse de 6%,
tiré notamment par les dépenses d'investissement public qui ont connu une hausse de 67,44% par rapport à l'année précédente. En dehors de la poursuite des grandes réformes engagées les années antérieures, les lignes affectées au budget du ministère des Affaires sociales 2025 seront consacrées aux principales activités ci-après: le démarrage effectif des travaux de construction et d'équipement des guichets uniques de protection sociale, le démarrage effectif des travaux de rénovation des centres de formation spécialisés des personnes handicapées et des centres de promotion sociale des aveugles, la prise en charge de 150 000 ménages pauvres extrêmes dans les 77 communes à travers des transferts monétaires pour la subsistance alimentaire et des activités génératrices de revenus grâce au programme Besoké, le relèvement économique de 2500 ménages victimes de chocs climatiques à raison de 200 000 francs CFA par ménage, la mise en place d'un système intégré de gestion au profit du ministère, l'intensification de l'assurance maladie obligatoire, le lancement de la première phase d'extension du volet H-formation au profit de 4 nouvelles communes, l'accompagnement de 3 000 artisans par l'octroi de crédits d'équipement, l'extension complète de l'implémentation de l'initiative des classes socio-éducatives, l'appui aux établissements inclusifs d'éducation et de formation des personnes handicapées à travers une subvention annuelle, la poursuite du paiement des aides financières aux étudiants handicapés non boursiers, le démarrage du projet de prise en charge intégrée des enfants de la rue, la poursuite de la prise en charge intégrée des enfants autistes, l'appui à l'entrepreneuriat des personnes handicapées, la mise en place et l'opérationnalisation du centre d'assistance psychiatrique et d'accompagnement des personnes en situation de mendicité, l'établissement des cartes d'égalité des chances au profit des personnes handicapées, la poursuite du paiement des aides financières aux parents vulnérables donnant naissance à des triplés et plus, l'extension des interventions du projet d'éducation financière et de protection des clients des SFD, le démarrage du projet d'accroissement de la résilience climatique et économique des petites et micro-entreprises agroalimentaires dirigées par des femmes, le projet Al-Rinadje, la poursuite et le renforcement du microcrédit à l'AFIA. Ce sont là les quelques activités phares prévues pour le compte de l'année 2025 sur le budget de l'État au profit de nos cibles. Et je voudrais préciser que le budget du ministère des Affaires sociales n'est qu'une partie des charges du volet social évalué à plus de 40% du budget général de l'État. Les différents échanges qui ont eu lieu avec les honorables députés au sein de l'hémicycle ont été très intéressants et satisfaisants, je pense, de part et d'autre. Et vous convenez avec moi que mieux que par le passé, le gouvernement du président Patrice Talon accorde une place de choix aux dépenses sociales dans le budget 2025, confirmant ainsi le caractère hautement social du quinquennat en cours. C'est-à-dire que par rapport au budget national, quand on regarde le poids des dépenses sociales prioritaires, dont le MAS n'est qu'un petit volet, je pense qu'ils ont été satisfaits. Choguel Maïga n'est plus le Premier ministre du Mali. Un décret présidentiel lu mercredi 20 novembre soir à la télévision d'État ORTM par le secrétaire général de la présidence met un terme aux fonctions du Premier ministre et à celles de tous les membres du gouvernement. Le président de la transition, chef de l'État, vu la Constitution, vu la charte de la transition, vu la loi numéro 22-001 du 25 février 2022 portant révision de la charte de la transition, décrète. Article 1er. Il est mis fin aux fonctions du Premier ministre et des membres du gouvernement. Ce limogeage intervient après les propos virulents tenus samedi 16 novembre par le désormais ex-premier ministre. Il avait notamment reproché aux militaires au pouvoir à ne pas l'impliquer dans les décisions et d'avoir reporté unilatéralement les élections devant marquer le retour à l'ordre constitutionnel. Les citoyens maliens résidant au Bénin en parlent également. Tout de même, la déclaration qu'il a faite le samedi passé là. Non, il était trop en erreur. C'est pas comme ça qu'il doit parler publiquement. Un intellectuel comme lui, il ne doit pas parler comme ça. Il doit parler en famille. Les conseils des ministres. Chaque mercredi, il y a conseil des ministres.
Ce sont les militaires l'appellent par papa. Ce sont ses enfants. Bon, quand les enfants te font quelque chose et que ce n'est pas bon, hein, il ne faut pas parler publiquement devant les gens. Toi-même, tu sais, chaque mercredi, il y a conseil des ministres. Conseil des ministres arrive là. Tu vas dire, ah, mes enfants, ah, j'ai appris ça à la télé, j'ai appris ça à la télé. Mais vous ne m'avez rien dit. Hein? Il doit prononcer comme ça. Les enfants, ils sont arrivés, ils vont dire, ah, papa, vraiment, nous sommes en erreur. Hein? Voulez-vous nous excuser? Ça, c'est très bon. Mais quand l'erreur vient, ça vient seulement. Lui, il est parti, il a appelé ces clans-là. Oh, le Mali est comme ça, le gouvernement est comme ça. Maintenant, tout le monde est en train de rire pour le Mali maintenant. Choguel, il a fait erreur. Il a fait erreur, mais ça gagne. Tout le monde n'a pas parfait et imparfait. Tu as compris? Il a fait erreur. Donc, c'est ça que je vais dire, quoi. Je ne veux pas qu'il n'a qu'à faire élection. Assume qu'il est là, il est bon. C'est ça que mon choix. C'est ça mon choix. Il y aura les élections, il y aura. Mais il faut qu'il prenne un peu de temps. Parce que tant que le Mali n'est pas totalement libéré, il n'y a pas d'élection, quoi. C'est pas bon. Hein? Parce qu'il ne faut pas avoir confiance avec les politiciens, là. Eh, bon, ce sont les trucs des Blancs. Mais les 5 colonels, là, il faut les laisser tranquilles. Ils vont travailler le Mali. S'ils travaillent, hein, eux-mêmes, ils sont des intellectuels. Ils connaissent ce qui est dedans. Hein? Même si la population ne l'aime pas. Et ils ne vont pas accepter ça d'abord. Ils sont nationalistes. Ils sont patriotes. Ils disent le Mali d'abord. Libération totale du territoire malien. C'est ça qu'ils ont dit. Les militaires au pouvoir au Mali ont nommé ce jeudi 21 novembre le général Abdoulaye Maïga au poste de Premier ministre en remplacement du civil Choguel Maïga, limogé mercredi avant avoir critiqué le régime. Le général de division Abdoulaye Maïga est désormais le nouveau Premier ministre au Mali. Il a été nommé selon un décret présidentiel annoncé ce jeudi 21 novembre 2024. Décret 2024-658 PTRM du 21 novembre 2024 portant nomination des membres du gouvernement. Le président de la transition, chef de l'État, vu la Constitution, vu la charte de la transition, vu la loi numéro 2022-001 du 25 février 2022 portant révision de la charte de la transition, vu le décret numéro 2024-0657 PTRM du 21 novembre 2024 portant nomination du Premier ministre, après consultation du Premier ministre, décrète. Article 1er. Sont nommés membres du gouvernement en qualité de Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, général de division Abdoulaye Maïga. Il succède à Choguel Kokala Maïga, révoqué la veille avec l'ensemble de son gouvernement. Réputé proche du président de la transition, Abdoulaye Maïga est un visage devenu familier pour les Maliens. Il est connu pour ses discours virulents à l'endroit des Occidentaux, notamment la France. Le général de 43 ans est dans le gouvernement depuis 2021 où il a servi comme ministre de l'administration territoriale, l'une des figures principales de la communication de la junte. Le site du gouvernement le présente comme expert en sécurité internationale et défense en gestion des conflits et bonne gouvernance en droits de l'homme et droits humanitaires. Gendarme de formation et titulaire de 2 doctorats, dont l'un en droit et l'autre en management, il est aussi présenté comme disposant d'une grande capacité dans la négociation de haut niveau et l'organisation de conférences impliquant des représentants d'État ou d'organisations gouvernementales et non gouvernementales. Abdoulaye Maïga a servi à l'Union africaine et à la CEDEAO, le regroupement sous-régional comme expert dans l'alerte et la prévention du terrorisme et a aidé à la réforme de la police congolaise dans le cadre de la mission des Nations Unies en RDC. Il devient le premier militaire à être nommé à cette fonction de manière permanente depuis le double coup d'État de 2020-2021 dans le pays. Le général Abdoulaye Maïga
hérite d'un gouvernement confronté à des défis majeurs. Il s'agit notamment de la sécurité nationale face à une menace terroriste persistante, le redressement économique dans un pays soumis à des sanctions internationales ces dernières années et la mise en œuvre des réformes nécessaires à l'organisation des élections générales. Au Sénégal, le parti au pouvoir PASTEF obtient une large majorité parlementaire. Selon des résultats provisoires publiés jeudi, le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a remporté 130 sièges sur 165 lors des élections législatives. Il s'assure ainsi une nette majorité au Parlement et un mandat pour poursuivre les réformes promises. Monsieur Faye, qui est arrivé au pouvoir en avril après une victoire électorale écrasante, a dissous la Chambre 2 ans après le début de son mandat de 5 ans, le 12 septembre. Il a accusé l'opposition de refuser d'adopter des projets de loi émanant de l'exécutif. C'est la première fois depuis 1988 et la victoire du Parti socialiste d'Abdou Diouf qu'un parti fait le choix d'aller seul aux élections législatives sans l'aide d'une coalition comme le PASTEF. La coalition Taku-Wallu, emmenée par l'ancien président Macky Sall, devient la première force de l'opposition avec 16 sièges seulement. L'ancien Premier ministre Amadou Ba, ancien dauphin et nouvel opposant politique de Macky Sall, a lui obtenu 7 sièges et un département. Enfin, la coalition du maire de Dakar, Barthélémy Dias, décroche 3 sièges uniquement. Les partis ont 48 heures pour contester les résultats. Plus de 43 000 participants ont pris part à la 24e édition de la course internationale annuelle sur route de 10 km qui s'est déroulée dans les rues d'Addis Abeba dimanche dernier, dépassant de près de 5 000 coureurs le total de l'année dernière. De nombreuses légendes de la course de fond, dont le fondateur de l'événement Haïlé Gebrselassie, étaient présentes pour assister à la compétition. Après cela, notre priorité, c'est pas le nombre, mais les athlètes d'élite. Nous devons inviter de grands noms du monde entier. C'est notre objectif. Parallèlement, nous nous assurons de maintenir le nombre, l'ambiance et la qualité de la course, car c'est vraiment ce qui est important. Pour sa première visite en Éthiopie, Ruth Chepngetich, nouvelle détentrice du record du monde du marathon du Kenya, Tamira Tola, championne olympique en titre du marathon, Mesret Defa, double championne olympique, étaient également présents. C'est agréable de voir des athlètes. Je suis toujours une compétitrice, donc je ne prête pas attention à la foule derrière moi, mais aujourd'hui j'ai pu en faire l'expérience. C'était une course extraordinaire, un public incroyable, des athlètes exceptionnels. Chez les hommes, c'est Binyam Menyari, déjà vainqueur de l'édition précédente, qui a récidivé en 28 minutes et 25 secondes. Azayesh Achou, médaillé d'argent au championnat du monde de cross-country, s'est imposé chez les dames. Les États-Unis ont opposé mercredi leur veto à une résolution des Nations Unies qui appelait à un cessez-le-feu immédiat entre Israël et le Hamas à Gaza. Washington a justifié sa décision en critiquant les termes employés concernant les conditions de libération des otages, estimant que la résolution n'était pas suffisamment ferme. Permettez-moi de dire clairement qu'il y a encore 7 citoyens américains aux mains du Hamas. Nous ne les oublierons pas. Pour notre part, nous continuerons à rechercher une solution diplomatique qui apporte la paix, la sécurité et la liberté aux Palestiniens de Gaza. Dans la foulée, le Sénat a rejeté une tentative de Bernie Sanders visant à bloquer les ventes d'armes offensives à Israël. Pour Sanders, cette mesure n'empêchera pas Israël de se défendre contre des attaques imminentes. Il ajoute qu'une large majorité de citoyens américains s'oppose au financement de la machine de guerre de Netanyahou. Le gouvernement extrémiste du Premier ministre Netanyahou n'a pas simplement mené une guerre contre le Hamas. Il a mené une guerre totale contre le peuple palestinien. Depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas, le 7 octobre dernier, plus de 44 000 Palestiniens ont perdu la vie selon les autorités sanitaires.
Victimes de la guerre qui bat son plein à Gaza, les réfugiés sont confrontés à une crise alimentaire aiguë. Yassine Eid est originaire de Jabalia, plus dans le nord de l'enclave palestinienne. Et pour elle, le combat quotidien, c'est que pour la nourriture. Pendant des mois, nous avons dormi sans nourriture, sans petit déjeuner. Peut-être juste un repas que j'arrive à préparer pour moi et ma famille. Un seul. Les prix ont grimpé en flèche et nous ne pouvons rien nous permettre. Il est certain que ma famille et moi, nous dormions sans dîner. Pendant que la famille profite du seul repas du jour, Hani Eid exprime dans la peine son amertume. Il est aussi originaire de Jabalia et vit dans le centre de Gaza, où les groupes d'aide ont relativement plus d'accès que dans le nord, bombardé, détruit et isolé par Israël. Franchement, j'ai du mal à parler des souffrances que nous endurons. J'ai honte d'en parler devant les autres, sachant qu'1 milliard de musulmans nous regardent pendant que nous endurons la guerre et les épreuves. Notre dignité a été bafouée, les enfants ne peuvent pas aller à l'école et la souffrance est insupportable. Qu'est-ce que je peux dire? Je suis responsable de 25 personnes, mais je ne peux même pas leur fournir un seul sac de farine. Ici à Dar el-Bala, des milliers de réfugiés partagent la situation de Yasmine et Annie dans des camps de fortune, mais dans le nord, désormais quasi inaccessible, la situation est encore pire selon les experts.